Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Résilientes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Fiol, une femme inspirante qui a fait de sa propre expérience un véritable message d'espoir et d'entraide. Jessica a traversé une lourde opération de la moelle épinière en 2019. Depuis, elle vit avec des douleurs neuropathiques particulièrement invalidantes. Malgré tout, elle a choisi de partager son quotidien sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le plus grand nombre à cette réalité trop souvent passée sous silence. Et au fil de notre échange, Jessica nous racontera comment elle a transformé cette épreuve en un parcours de résilience, comment elle aborde chaque jour avec détermination et comment elle met tout en œuvre pour aider d'autres personnes vivant des douleurs similaires à se sentir moins seules. Bienvenue Jessica dans Les Résilientes. Salut Caroline, mais merci beaucoup de m'avoir invitée. Et tu as bien fait tes devoirs, hein? Tu vois? Incroyable. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, avec tes propres mots? Alors, je ne ferai pas mieux que toi, je pense, mais du coup, moi, j'ai 31 ans, je suis infirmière depuis 9 ans, j'ai un petit garçon de 7 ans. Et voilà, comme tu as dit, j'ai subi une chirurgie de la moelle épinière en 2019 suite à une hémorragie. Et je suis sortie de cette intervention déficitaire, et surtout avec des douleurs neuropathiques en séquelles du coup. Et voilà, donc depuis, j'essaye de proposer ce que moi j'aurais aimé trouver à l'époque, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a 5 ans, il n'y avait pas grand-chose sur ce sujet-là, très peu de livres, pas du tout de compte Instagram ou enfin de médias en tout cas à ce sujet. Et du coup, voilà, j'ai créé ce que j'aurais aimé trouver moi à l'époque pour m'aider. Donc, moi, ça m'a aidé d'écrire et de, et de proposer ce que j'ai sur les réseaux et dans mes livres aussi. Et je vois que ça aide aussi les autres. Donc, c'est ce qui m'apporte au quotidien quand même beaucoup de gratitude. Mais merci pour tout ce que tu fais parce que c'est vrai que c'est mis sous silence ce type de douleurs, les douleurs neuropathiques. On n'entend pas souvent parler alors qu'il y a, il me semble 5 millions de personnes de Français qui vivent avec, enfin de Français, si, Oui, oui. oui, 5 millions de Français, c'est ça, qui vivent avec des douleurs neuropathiques. J'ai eu un bug. Oui, oui, au final, on est très nombreux et encore que 5 millions, mais les 5 millions, c'est les personnes recensées. Donc, ça veut dire qu'il y en a sûrement plus qui sont chez eux en train de souffrir et qui ne sont pas crus par manque de connaissances ou de formation des professionnels. Donc, c'est compliqué. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le contexte? Parce que oui, tu as été amenée à cette opération de la moelle épinière, donc en 2019, Oui. c'est urgent. Comment ça se fait que tu as eu cette hémorragie? Est-ce qu'il y a une explication? Quel est le contexte à cette époque pour toi? Comment Ouais, en fait, j'ai une maladie génétique en fait, ça forme des tumeurs vasculaires. Et manque de peau, j'en avais une dans la moelle épinière qui s'est logée là, dedans. Sauf que la moelle épinière, ça reste une petite zone. Donc, s'il y a quelque chose qui prend de la place, ben, ça fait des compressions médulaires. Et ben, le problème, c'est qu'après, derrière, il y a beaucoup de séquelles. Voilà, donc du coup, j'avais cette fameuse tumeur, c'est des cavernomes, qui a saigné et qui a compressé la moelle et qui m'a créé tous ces symptômes-là qu'il a fallu enlever. Et la chirurgie, elle n'a pas amélioré la situation. On va dire, elle m'a pas empiré en tant que si l'hémorragie avait été plus massive, j'aurais été bien plus ennuyée parce que j'aurais été tétraplégique. Mais la chirurgie m'a évité la tétraplégie, mais derrière, j'ai quand même beaucoup de douleurs neuropathiques et beaucoup d'handicaps invisibles. Oui, c'est pas rien parce que là, c'était oui, tu finissais en fauteuil roulant. Tout à fait, hein. Oui. Après, je suis sortie d'intervention, j'étais en déambulateur, donc déjà, enfin, j'ai mis longtemps pour récupérer. J'ai mis 2 ans pour récupérer tout ce qui était sensibilité superficielle et profonde, donc proprioception aussi, équilibre. Et j'ai fait 3 mois de centre de rééducation pour réapprendre à marcher correctement, à écrire aussi, parce que j'avais perdu la sensibilité des mains.
Euh, et après, j'ai fait 2 ans de kiné libérale pour continuer à progresser. Et c'est vrai que là, j'ai arrêté depuis quelques années. Et il faudrait peut-être reprendre parce que je perds vite, en fait, vu que j'ai les mêmes séquelles que les hémédulaires, en fait. Donc, j'ai une incidence au niveau des... J'ai les bras qui sont faibles, les jambes aussi, la spasticité, tout ça. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en sous-marin. Quand on te voit, en fait, on a l'impression que tu es une jeune femme en pleine santé. Non, pas du tout. Enfin, après, ça reste relatif. Moi, je me considère pas en mauvaise santé. Mhm. Et, mais oui, pour le coup, on le voit pas. Et c'est des fois, c'est bien parce que on veut pas toujours montrer qu'il y a un problème. Et des fois, ben, ça, c'est compliqué dans l'univers du travail, par exemple, ou dans l'administratif, où on a besoin de reconnaissance pour pallier au handicap et on se retrouve, ben non, en fait, vous êtes habillé, maquillé, vous avez l'air d'aller bien, donc derrière, il y a pas, ça n'existe pas le handicap pour vous, par exemple. Donc Mhm. ça c'est le plus délicat. Mais après, oui, que ça se voit pas, c'est plutôt positif aussi. D'un côté, je suis pas en fauteuil, j'ai pas de béquille, voilà. Ça dépend de, de quel point de vue on adopte. Donc, une fois que tu t'es faite opérer, comment Oui. ces douleurs, elles se sont installées dans ton quotidien? Au début, j'avais beaucoup de douleurs post-opératoires, donc elles étaient masquées ou pas encore présentes. Donc ça a été, j'ai eu un post-opératoire costaud, vraiment où j'ai eu des douleurs aiguës très très fortes. Et après, je pense qu'elles sont arrivées un mois et demi après, 2 mois, ouais à peu près. Et en fait, c'est souvent le cas. On a les douleurs neuropathiques qui apparaissent après. Il y a une espèce de laps de temps où il y a rien et ça apparaît en suivant. Donc c'est normal aussi en fait. Ça, c'est quelque chose de très courant. Et comment tu décrirais tes douleurs parce qu'on, bah voilà, on ne sait pas comment tu les ressens. Comment toi tu les décrirais? Alors moi, mes douleurs, déjà j'en ai aux 4 membres. Donc quand elles sont élevées, c'est compliqué. Je ressens des paresthésies, donc des fourmillements, des décharges électriques, des sensations d'étau, de brûlure aussi, des sensations de cartonnage. Alors, ceux qui le vivent, ils savent de suite ce que c'est, et ceux qui le vivent pas, c'est bizarre en fait de dire qu'on a l'impression d'être du carton. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est sur les 4 membres et j'ai beaucoup d'allodynie aussi. C'est quand on te touche, tu sais, ça fait mal alors que c'est pas censé te faire mal. Donc ça, j'en ai eu beaucoup, surtout le corps quasiment. Donc, Mhm. pas évident, même le contact physique, les vêtements, les chaussures. Enfin, voilà, donc ça a été difficile pendant de nombreuses années. Là, ça va quand même un peu mieux. Alors, je dis pas que c'est solutionné, mais en tout cas, je peux me rhabiller, me chausser. C'est déjà pas mal. Oui, là aujourd'hui, comment elles impactent tes journées? Elles impactent encore mes journées. Le quotidien est plus facile quand même qu'il y a quelques temps. Alors, grâce à la rééducation et la meilleure gestion des douleurs. Mais derrière, parce que derrière, j'ai appris aussi à répartir mes tâches domestiques, à me reposer, à être plus bienveillante envers moi. Voilà, donc forcément, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Donc, j'arrive mieux à gérer mon quotidien. Même si, normalement, une personne normale n'est pas censée fractionner ses activités, faire des pauses quand elle passe l'aspirateur. Enfin, voilà, tu vois, il y a quand même derrière des adaptations. Et après, au travail, ça reste encore très compliqué. Je suis à mi-temps et même le mi-temps, il est difficile pour moi. Donc, ça reste pas évident. La vie sociale, j'arrive à la maintenir parce que ben, j'ai des amis et des proches très compréhensifs. Donc, on fait par étapes ou quand je suis trop fatiguée, ben, ils viennent à la maison ou plutôt que de me déplacer. Donc ça reste toujours à s'adapter. Je fais du passing en fait. Je sais pas si tu connais le terme. Est-ce que tu peux nous le réexpliquer? C'est quand en gros ben, tu as un souci de santé ou des capacités qui sont réduites et en fait tu vas fractionner tes journées de sorte à tenir tes petites cuillères. En fait, dans une journée, par exemple, tu as 12 petites cuillères. La douche te prend 3 petites cuillères, le repas deux. Mhm. Voilà, tu vois, c'est ça. Pour essayer de conserver les petites cuillères. Bon, voilà, donc du coup, je fais ça depuis quelques années là, et c'est vrai que ça m'aide à maintenir mon énergie. Si j'ai une soirée ou un repas le soir, ben, je vais faire la sieste pendant 2 ou 3 heures l'après-midi et pas faire trop d'activités avant pour essayer de tenir. Voilà, c'est beaucoup d'adaptation. Hmm. Et au niveau émotionnel,
Pour toi, quelles ont été les répercussions de ces douleurs chroniques sur ton moral, tes relations et aussi ta confiance en toi? Les premières années, ça a été chaotique. Vraiment, j'ai sombré. Vraiment, j'ai été très, très, très mal psychologiquement parce que du coup, beaucoup de handicap liés aux douleurs et aussi à la lésion médulaire. J'ai eu de nombreuses psychothérapies. C'est vraiment ça qui m'a aidé à aller mieux et à reconstruire cette estime de soi que j'avais perdue, puisqu'en fait, à part de la douleur et des limites, on n'a rien d'autre dans sa vie sur le début. Et après, c'est là où j'ai compris en faisant la psychothérapie que j'étais Jessica, que j'avais plein de choses à offrir, que j'étais pas que de la douleur n'était pas mon identité. Donc la psychothérapie m'a aidée en fait à aller mieux et en fait à reconstruire mon identité dans le sens où j'ai pu retrouver mes valeurs, mes compétences, montrer que ça m'a montré qu'en fait la vie elle avait encore du sens, quoi. Mmh. Oui, ça a été précieux pour toi, cette aide. Ah oui, oui, c'est quelque chose que là, ça fait 5 ans, mais je pense que j'en fais une par an de psychothérapie. Là, je vais en réattaquer une parce que je suis encore sur la rumination, je peux pas travailler, j'y arrive pas. Donc, en fait, je pense qu'il y a un souci encore qui sommeille et du coup, essayer de m'aider à pallier à ça, quoi. En parallèle là, de la psychothérapie, de façon très concrète, quelle stratégie ou même outil mets-tu en place pour soulager ou gérer au mieux tes douleurs au quotidien? Alors, il y a des périodes où je suis très active et des périodes où j'en ai vraiment marre. Donc, quand je suis quand je suis active, déjà j'ai les traitements médicamenteux qui m'aident. J'en ai testé beaucoup et j'ai trouvé ceux qui m'aidaient sur les crises notamment et j'ai un traitement de fond. Je fais des patchs de Topic pour aussi réduire les douleurs aux pieds. J'ai une stimulation médulaire également qui m'a bien aidé quand même à réduire l'allodynie que j'ai et les spasticités. Et après, j'ai quand même une douleur qui est résiduelle, qui est en fond constant, avec quand même des crises le soir. En fait, voilà, ça va être du repos quand il en faut, rester active aussi selon les périodes. Des fois, je suis vraiment très fatiguée, donc je sais qu'il faut que je me repose. D'autres, où il faut que je me remette un peu en activité physique parce que je sais que derrière, ça me fait des douleurs articulaires, musculaires en plus. Donc, la psychothérapie qui m'aide énormément, les traitements médicamenteux, la stimulation médulaire, l'activité physique adaptée, hein, bien sûr, donc avec un kiné ou alors juste aller marcher, des fois, ça reste de l'activité physique, hein, Oui. de toute façon. Voilà. Et après, ça va être aussi tout ce qui... moi, la connaissance de la douleur m'a énormément aidée, en fait, de l'avoir étudiée, parce que j'ai passé un diplôme spécialisé dessus. De l'avoir étudiée, de la comprendre, ça m'a aidé à connaître un peu ses failles et de savoir qu'on pouvait nous aussi agir en fait pour aller mieux parce que la douleur elle est modulable et justement tout ce qui est médicaments, activité physique, psychologie, tout ce qui est suivi psychologique, tout ça, en fait ça a les mêmes effets que tout ce que nous on produit naturellement de base, sauf que quand on a des douleurs sur le long terme, c'est plus défaillant en fait, c'est moins efficace, donc on se donne des coups de pouce extérieurs. Donc ça, voilà, de l'avoir compris, d'avoir compris qu'on avait des facteurs aggravants et des facteurs soulageants, d'être le plus dans ces facteurs soulageants. Voilà, ça m'aide aussi. Donc, c'est limiter le stress, limiter la fatigue, donc avoir un bon sommeil. La méditation aussi m'aide beaucoup. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est comme un oignon, en fait. On rajoute des couches d'aide, quelles qu'elles soient. C'est pas un traitement unique. Voilà. Oui, c'est important, c'est une synergie de plein de choses. Mmh. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai aussi recours à tout ce qui est complément alimentaire pour m'aider sur la fatigue, sur les facteurs plutôt aggravants, le stress, la fatigue. Après, voilà, moi, ça, c'est ma façon de faire. Après, chacun fait bien comme il veut et comme il peut surtout. Et, euh, et voilà, faire du yoga, aller marcher, être en nature. En fait, tout ce que j'aime, au lieu de le sacrifier à cause de la douleur, de plus le faire, justement, je vais justement remplir mon bocal de tout ce que j'aime, ma boîte à outils, en fait, de tout ce qui me fait Mmh. de continuer d'avoir une vie sociale. Ça, c'est un traitement aussi, hein, vraiment.
Et oui, tu produis de belles hormones justement qui sont des Ça antidouleurs. fait Donc, ça. Les goûters, j'aime bien aussi boire le thé. Attention, pas trop, hein. Voilà, donc j'ai essayé, voilà, j'ai vraiment remis au centre de ma vie tout ce que j'aimais, tout ce qui me faisait plaisir, tout ce qui me fait du bien. Et pour moi, ça, c'est aussi c'est un gros traitement très efficace. Mmh. Oui, c'est ce type de conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vivent aussi, ce type de douleur chronique? Ben, Est-ce tout que à fait, parce qu'en fait, la douleur chronique, elle nous isole beaucoup. Et du coup, par peur d'avoir mal, on se limite dans nos activités. Et du coup, on ne fait plus rien, en fait. On s'isole, on fait plus rien. Et ça détruit le moral, l'estime de soi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'impact, en fait, sur ça. C'est un cercle vicieux. Et le but, c'est vraiment, voilà, de ramener de la vie dans ce quotidien, en fait. Après, je dis pas, il y a des jours, comme je t'ai dit, là, pendant 3 mois, j'ai été vraiment très mal. Beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. J'avais eu un événement qui était beau, hein, je me suis mariée, mais ça m'a tellement stressée et fatiguée que ça m'a mis mal pendant 3 mois. Donc, le temps que je remonte la pente. Et puis, quand on n'est pas bien, on abandonne un peu ses astuces et sa boîte à outils. On n'y pense pas forcément. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de tout rebâtir pour la nouvelle année. alors lorsque la douleur, elle est invisible, c'est difficile pour l'entourage de comprendre la réalité, que l'on vit. Comment parviens-tu à communiquer avec tes proches et à leur faire saisir ce que tu traverses? Alors moi, pour le coup, ce que j'ai mis en place sur les réseaux, de dessiner les symptômes, d'en parler. Enfin, moi, je sais qu'ils me suivent, je les vois. Ils n'en parlent pas sur le quotidien, mais je les vois qui me suivent dans ma famille et mes amis. Et c'est vrai que du coup, il y a une bienveillance qui s'est mise en place naturellement. Et c'est vrai que pour ça, moi, du côté familial, à part certaines personnes qui comprennent pas et ça, ils ont le droit parce qu'en vrai, c'est difficile de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. C'est de communiquer, d'avoir une communication qui soit plutôt imagée, tu vois, avec des dessins. Vraiment, quitte à dessiner. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est dessiner un bonhomme avec ce que je ressentais. Et c'est vrai que quand ils ont vu, ils ont dit, waouh, en fait, tu ressens tout ça, je comprends mieux. Voilà. Mmh. Ça a été plus facile. Mais après, forcément, ils ont lu mes livres aussi, donc, et ils suivent mon contenu sur les réseaux. Donc, c'est vrai que ça a vachement aidé. Le premier livre, c'était plus pour expliquer vraiment ce qu'on vivait, ce qu'on ressentait. Et ouais, c'était plus clair. C'était plus clair. Oui, donc tu parles ouvertement de ce que tu vis, à ton entourage, que ce soit personnel ou professionnel? Ouvertement, oui. Après, ça reste quand même quelque chose qui, pour les parents, c'est dur aussi d'encaisser que ton enfant n'est pas bien ou qu'il a tel problème. Donc, en fait, ça reste bienveillant sans forcément être dit. Enfin, je sais pas comment. Au début, il y a 5 ans, j'ai dit ce que je ressentais. Mais après, je vais pas rabâcher non plus tous les jours, en fait, parce que je sais que c'est lourd aussi pour l'entourage de voir ça. Pour mon compagnon, bon, lui, il est tout le temps avec moi, donc il y a des moments où mon comportement change parce que j'ai des sauts d'humeur, parce que j'ai mal ou que je suis fatiguée. Donc après, j'ai juste à communiquer. Bon, ben là, en ce moment, j'ai mal. Voilà pourquoi je suis comme ça. C'est vrai que c'est plus. La communication reste essentielle forcément, mais après, c'est vrai que j'en parle pas non plus tous les jours ni tous les mois. Il y a des mois où j'en parle pas du tout. Mmh. Voilà, ça reste quand même assez pudique. Enfin, je suis quand même assez pudique envers ma famille sur ça, parce que je sais qu'ils me suivent indirectement par les réseaux sociaux et qu'ils connaissent mon quotidien maintenant. Donc, ils ont beaucoup de bienveillance. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est pas difficile en fait. Donc, Mmh. Oui, ça aide parce que tu en parles très bien, tu partages, via tes réseaux. C'est vrai qu'il y a des personnes, tu vois, je pense, aux personnes qui vivent, la fibromyalgie, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite, ou d'autres maladies où, bah, là, les douleurs, sont telles, mais sont invisibles pour les autres que parfois, souvent, on a peur de gêner, de déranger avec, ce que l'on peut vivre. oui. Donc, oui, ça, c'est sûr que c'est bien que tu puisses, avoir ce partage avec tes proches, sur ce que tu vis. Et puis, de toute façon, tu le fais très bien via ton compte. Alors, tu sais, la résilience, c'est un thème central de ce podcast. Quelles sont, d'après toi, les qualités ou les ressources, on va dire, intérieures qui aident à mieux vivre avec, des douleurs chroniques?
Ah, c'est pas évident comme question. Piège. C'est vrai que moi, là, au début, la résilience, enfin, moi, pour moi, c'est continuer d'avancer et continuer de vivre. Pour moi, c'est ça, malgré les obstacles, malgré les maladies, malgré les événements qui peuvent être tragiques. C'est continuer de vivre, même si c'est pas facile. C'est continuer d'avancer. C'est ben, juste se lever le matin, en fait. Ça peut juste se résumer à ça pour certaines personnes. Et après, les qualités qui peuvent être en lien, ben, je pense, c'est d'être combatif quand même. Mais ça, c'est pas évident non plus parce qu'il faut rester bienveillant envers soi et envers les autres parce qu'on ne peut pas avoir tous la même combativité, tous la même résilience. Et du coup, ce qui fait que, enfin, certaines personnes, quand on est vraiment déprimé, c'est difficile d'être résilient. Par exemple, même si cette personne-là, elle se lève quand même tous les jours, tous les matins, elle prépare son petit-déj, le petit-déj à son fils, ou juste elle se fait un transfert du lit au canapé. Ça reste pour moi de la résilience parce qu'elle continue quand même d'aller de l'avant et de continuer de vivre. Après, ça, c'est vraiment ma définition qui est propre et surtout être bienveillant envers les autres. Je trouve que il faut, derrière chaque personne se cache ben, un combat invisible, justement, et que ce soit la perte d'un proche, le début d'une maladie, un licenciement, un divorce. Enfin, voilà, ça reste, pour moi, la résilience, c'est continuer d'avancer malgré tout. Oui, avancer malgré tout. Ouais, c'est ça. Merci pour ton partage et enfin, comment tu te projettes, dans l'avenir? Parce que voilà, hein, c'est vrai que je sais pas ce qu'ont pu te donner comme tableau, futur, là, le corps médical par rapport à ce que tu vis. Mais le futur, j'y pense sans trop y penser. J'essaye plutôt de faire un jour après l'autre ou un mois après l'autre. Mais c'est quelque chose qui me fait peur, le futur lointain, dans le sens où souvent je le dis à mon compagnon, j'ai peur d'avoir mal toute ma vie. Et en fait, ça me mine beaucoup. Je me dis, en fait, là, et des fois quand j'y pense, je me dis, ça fait déjà 5 ans que j'ai mal tout le temps. Et c'est passé vite aussi, mais ça a été long en même temps. La projection du futur, elle est difficile. Du coup, je préfère faire un futur très proche, la semaine prochaine, dans un mois. Après, il y a des projets, je trouve que de monter aussi des projets, ça nous aide à avancer. Mais j'évite de me projeter trop si loin. Ça Mmh. fait un peu peur, je trouve. Et c'est assez démoralisant. Donc voilà, je me dis déjà la semaine prochaine, je fais ça, ça. Le mois prochain, je fais ça. Et après, j'essaye de mettre quelques projets sur le moyen terme, sur un an max. Et comme ça me donne un peu une vision de l'année et de ce que je dois suivre en objectif. Et j'essaye aussi de me donner des rendez-vous pour être plus assidue sur le suivi médical, la kiné, les activités physiques, tout ça. Je me les note dans l'agenda comme ça, voilà, mais pas trop longtemps avant. Oui, c'est la motivation, c'est de rester tourné vers, tes projets et tes élans, tes objectifs, malgré la douleur. C'est ça. Et d'avancer petit à petit. Enfin, on n'est pas pressé. Mais c'est juste, c'est vrai que se projeter dans 40 ans, j'en aurai 70, je me dis, alors s'il faut, ça ira mieux, hein, on ne sait pas, hein. Mais de se dire, waouh, ça va se rajouter les douleurs de la vieillesse en plus, je suis mal barrée. Mmh. Ah, donc c'est ça qui me fait. Je trouve que le futur, ça fait un peu peur et je comprends ceux qui veulent pas du tout. Enfin, ceux qui se posent des questions quand c'est que ça s'arrête. Voilà, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, ça peut être, angoissant et Ouais, énergivore. Mmh. tout à fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté et j'ai trouvé mes petites astuces à moi pour éviter d'y penser. Est-ce qu'il y a, un message que tu souhaiterais transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être, sont concernées de près ou de loin par, des douleurs neuropathiques? Un message, ben déjà, vous n'êtes pas seul parce qu'on est beaucoup. Sur les réseaux, ben, l'avantage, c'est que maintenant, ça se développe de plus en plus. Donc, déjà, vous pouvez retrouver des groupes d'entraide et de discussion. Ça peut déjà aider. De bien communiquer avec sa famille, même faire un dessin. Bon, écoute, moi, je ressens ça, ça, ça. Après, comprendre aussi que l'entourage, c'est pas évident pour eux non plus de comprendre et d'accepter que quelqu'un de proche souffre. Donc, c'est pas même le corps médical, c'est pas leur
tout à fait leur faute non plus s'ils sont pas forcément empathiques. Ça fait mal quand on dit ça, mais c'est juste qu'ils se protègent parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils sont pas formés, parce qu'il y a des mécanismes aussi de défense des deux côtés. Donc voilà, c'est derrière. C'est vrai que moi, mon maître mot, c'est quand même la bienveillance et l'empathie. Et pareil, tout ce qui est professionnel, ben voilà, la patiente ou le patient, s'il souffre, s'il vous dit qu'il a mal, c'est que c'est réel, en fait, ce n'est pas imaginaire. Ah, déjà, c'est pas mal d'être mieux compris, moins seul. Et après, je dirais plutôt sur tout ce qui est traitement médicamenteux et non médicamenteux, c'est se créer une boîte à outils, en fait, mais pour trouver ce qui nous fait du bien, en fait, et ce qui nous apaise quand on fait une crise, ben, ce que ce soit physique ou virtuel, cette boîte, de la sortir avec, peut-être il y a une photo de quelqu'un que vous aimez, ou d'une superstar que vous adorez, ou d'un film qui vous fait du bien, d'une musique, vos traitements, aller marcher, ben voilà, il y a plein de créer sa boîte à outils. Pour moi, c'est indispensable. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre parce que vraiment, pour moi, c'est très important. Déjà en tant que soignante, quand je vois mes patients, mais en plus dans le quotidien. D'ailleurs, peux-tu nous rappeler les intitulés de tes 2 livres, s'il te plaît? Et la différence entre tes 2 livres? Oui, tout à fait. Le premier livre, c'est Vivre avec des douleurs neuro. Donc là, c'est vraiment un livre qui balaye les traitements principaux avec plutôt comment on vit avec ces douleurs-là au quotidien. Donc, les patients l'utilisent souvent pour leur famille, en fait. Il est petit, il est rapide et du coup, il le laisse traîner pour que les familles le lisent. Donc, c'est drôle. Il a trouvé son public tout seul. Et le deuxième, c'est Au-delà des douleurs. En fait, c'est plus un guide. Ça, c'est le livre que j'aurais aimé écrire au tout début, mais j'avais pas assez d'expérience et de recul. Et du coup, c'est plutôt un guide avec des témoignages patients, des témoignages personnels, des interviews de professionnels aussi. Et ben voilà, par exemple, j'ai un chapitre sur la boîte à outils. Il y en a un sur la stimulation médulaire parce que bon, bah, moi, c'est un gros traitement que j'ai eu et il y a beaucoup de questions sur ça, donc j'en ai quand même fait un chapitre. Voilà, c'est un guide avec des petits exercices d'éducation thérapeutique, de ce qui m'a fait du bien moi, enfin, qui m'a amené sur le chemin du mieux-être en tout cas. Donc voilà, il est plutôt porteur aussi d'esprit. Il est joli. Et les illustrations sont vraiment, super jolies, en effet. Mmh. Ouais, on a voulu avec ma graphiste faire quelque chose de ce sujet un peu grondant, ennuyeux, conflictuel, en faire quelque chose de plus sympathique, plus, plus doux. Voilà. Ouais, c'est réussi, bravo. Et comment on peut se les procurer, Jessica? Alors, le premier, il est en rupture de stock parce que j'étais en Mince. maison à l'époque. Elle a coulé et elle nous a jamais rendu nos fichiers sources. Donc, du coup, c'est un peu délicat. Donc, j'ai essayé de faire un e-book qui est accessible pour le coup à petit prix parce que il n'est pas parfait. Le fichier, il est provisoire. Et après, le deuxième, du coup, je me suis lancée en auto-édition parce que j'en avais marre de me faire avoir et je l'ai envoyé en production moi-même. J'ai tout fait toute seule de A à Z et on le trouve sur mon site du coup. Et il y a du stock. Voilà. Génial. Bon, Ouais. ben super. Et comment on peut te contacter? Il faut pas trop me contacter. Comment on Euh, peut te suivre ah, voilà, si tu peux nous je donner, rigole. Je rigole, bien sûr. Ben, sur mon Instagram, je suis assez active. Si on m'envoie un message, quand même, je réponds rapidement. Et après, pour me suivre, ben, sur Insta, c'est où je suis où j'ai créé tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un média qui est plus facile pour moi et je suis pas trop présente sur les autres. Voilà. super. Bah, écoute, merci infiniment pour, le partage de ton parcours, de ton quotidien avec, les douleurs. C'était vraiment bien de pouvoir aussi avoir, ton point de vue sur ce vécu avec les douleurs neuropathiques parce que comme je te l'ai dit, hein, c'est quelque chose qu'on met souvent, sous cloche, enfin, on n'en parle pas beaucoup. Les personnes se cachent avec, ce type de douleur. Donc, merci à toi. Mais merci de m'avoir invitée, Caroline. En tout cas, ça m'a fait plaisir, même si on a mis du temps à se voir. On a réussi. On a réussi et c'est fait plaisir. Et beh, moi aussi. Bah, écoute, je t'embrasse, Jessica. À bientôt. Au revoir. À bientôt.